Docteur Germain, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format d'interview et de podcast. Alors, en tant que patiente à vous, je vais vous poser des questions. Avec L'occasion pour nous toutes et pour les spectateurs et ceux qui vont nous écouter d'avoir davantage d'informations sur votre métier et les techniques que vous pratiquez. Alors, si ça vous va, on attaque tout de suite par le premier sujet. Les liftings. Grand sujet. Oui, grand sujet. Alors, je pense que déjà, on peut peut-être... la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il existe différentes techniques de lifting ? Oui. Alors, de manière assez commune, on va dire que on peut dire parfois qu'il existe une technique par chirurgien. D'accord. Bon, ça c'est un peu caricatural. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu depuis les années 60 une multitude de techniques plus ou moins abouties. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au fil des années, au fil des décennies, ces techniques sont devenues probablement plus raffinées, moins agressives. Et donc, ça veut dire qu'on a des suites opératoires très souvent qui sont plus faciles. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du deep plane, on parle du max lift, on parle un petit peu moins du SMAS. Mais voilà, tout ça, ce sont des techniques un peu différentes dans le concept vraiment chirurgical, dans l'approche chirurgicale du lifting, mais elles se rejoignent toutes sur le même concept de réduire le plus possible les suites opératoires. Moins de bleu, moins d'œdème, une éviction sociale probablement un peu plus courte. Mais, et du coup, oui, il y a plusieurs liftings. Et puis après, on peut aussi différencier des techniques en fonction des besoins que l'on a. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément un lifting qui va être meilleur que tous les autres. Ça serait un petit peu trop simple, un petit peu trop facile. Ça va dépendre de la patiente ou ça va dépendre des Exactement. objectifs de la patiente? Qu'est-ce qui va déterminer que vous Ça va utilisez telle dépendre technique ? de l'objectif de la patiente, mais aussi des conditions anatomiques. D'accord. Et du type de vieillissement que l'on a, de l'âge de la patiente, de sa qualité de peau, de son relâchement, de ses pertes de volume. Et tout ça, forcément, on va l'adapter. Et on va, en faisant le diagnostic, on va en tirer une conclusion technique pour se dire, ça sera plutôt un lifting simple, un mini-lifting peut-être, ça va être un deep plane, ça va être un max lift, ça va être un peu de lipomodelage, de réinjection de graisse. Donc l'idée, c'est que forcément, on est là pour diagnostiquer quelque chose avec la patiente, pour en discuter avec elle, et en fonction des aspirations de la patiente et de notre analyse du visage, on va proposer telle ou telle technique. Du coup, il n'y a pas une technique que vous pratiquez plus que les autres? Est-ce que vous êtes spécialisé dans une des techniques? Alors, il y a forcément une technique qui va ressortir un peu plus par rapport à une autre, parce que c'est une technique qui va correspondre sûrement à une certaine tranche d'âge où on voit la majorité des patientes. Il est quand même exceptionnel de se dire qu'on va faire un lifting à 30 ans, de même qu'il est exceptionnel qu'on va en faire un à 97 ans. Bon. Et ça vous est déjà arrivé? 97 ans, non. 30 ans non plus. Mais du coup, ça veut dire que classiquement, la tranche d'âge, on va dire, c'est quoi? C'est 45, 55, 60, un peu plus. Mais bon, dans ces tranches d'âge-là, on est sur des relâchements modérés, Okay. Qui ne nécessitent pas forcément des techniques très invasives. Donc ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle un max lift, qui est un lifting à boucle, où les décolletements... Là, vous m'avez perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vous ai perdu. Expliquez-moi un petit peu plus, peut-être. C'est pas très intéressant. C'est une technique qui va permettre de redraper l'ensemble du masque musculaire sans le décoller. Ok. Donc c'est une sécurité. Mais c'est super intéressant. Ouais, c'est une sécurité chirurgicale et ça marche très bien sur des relâchements modérés. Ok. Si le relâchement est plus important, alors on parle d'âge, mais c'est pas forcément une question d'âge, parce qu'on peut très bien avoir une peau extrêmement relâchée à 50 ans, beaucoup moins à 60 en fonction des patients. Donc peu importe finalement l'âge, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le relâchement, la qualité des tissus au moment de la consultation. Et lorsqu'on a un relâchement vraiment important, ce lifting-là, on va être un petit peu au bout de ce qu'il peut nous donner. Donc on va faire plutôt autre chose. Ça peut être un deep plane, donc un lifting où on va avoir un décollement un peu plus profond, mais indispensable parce que le relâchement est plus marqué. Ok, alors du coup j'ai plein de questions qui me viennent en tête. La première, c'est est-ce qu'une patiente, au cours de sa vie, peut avoir recours à différents types de lifting Oui. C'est-à-dire commencer peut-être à 40 ans, 50 ans avec une certaine méthode, et puis ensuite vous allez adapter. Enfin voilà, comment Oui. ça se passe? Alors après, bon, moi je dis toujours qu'il ne faut pas trop non plus multiplier les procédures.
En tout cas, pas de manière trop rapprochée. Mais il est évident que si, par exemple, vous avez fait un lifting à 50 ans, que vous retournez voir un chirurgien, quel qu'il soit, 10 ou 15 ans après, qu'on vous propose un lifting, d'abord, peut-être que les techniques auront évolué, et donc forcément, il y aura quelque chose de nouveau. Ah oui, forcément. Et puis, à 65 ans, vous n'avez plus la même peau, plus les mêmes aspirations, pas les mêmes besoins anatomiques, et donc du coup, forcément, on va adapter. Et on va pas forcément faire le même. Ok. Mais ce que l'on fait aujourd'hui, par exemple, en 2024, est différent de ce que l'on faisait en 2000, 80, etc. Donc, de toute façon, les choses, on a toujours l'impression, et on a souvent dit, le lifting c'est fini, on va plus en parler parce que médecine esthétique, etc. Finalement, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout, mais les techniques ont changé. Mais elles évoluent. Le lifting des années 80 n'est pas le lifting d'aujourd'hui. Et heureusement. Et c'est certainement très bien. Ouais. Du coup, autre question, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu en détail de ce qui se passe dans un bloc opératoire au cours d'un lifting? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Alors, moi j'ai pour habitude de faire ces liftings, quels qu'ils soient, plutôt sous anesthésie générale. Pourquoi? Parce que Ça veut dire d'abord... que ça se fait sous anesthésie locale? Ouais, on peut le proposer Ok. sous anesthésie locale avec une analgésie, c'est-à-dire une façon de vous déconnecter un peu sans aller jusqu'à l'anesthésie générale. Alors, c'est souvent rassurant de se dire j'aurai pas d'anesthésie générale, donc voilà, tout ce côté un peu C'est peut-être propre à lâcher chacun, prise, chacune. voilà. Mais moi, je préfère le faire sous anesthésie générale parce que les patientes sont au repos. Elles dorment, elles sentent rien, elles bougent pas. Je sais qu'elles n'ont pas mal. Elles n'entendent rien. Elles n'entendent rien. Et moi, je suis mieux pour opérer. Ok. Si je suis mieux pour opérer, c'est forcément quand même un plus. Et puis ça permet aussi d'être plus efficace, plus efficient dans l'enchaînement des gestes, de gagner un petit peu de temps opératoire. Alors gagner du temps opératoire, ça ne veut pas dire aller vite, hein. Ça veut simplement dire enchaîner de manière coordonnée et systématique tous les temps pour qu'au final, l'intervention dure moins longtemps. Et on sait qu'une intervention qui est moins longue, c'est des suites opératoires plus simples, c'est moins de complications, c'est un réveil plus facile. Et du coup, un retour à la vie sociale Plus rapide. Du coup, en moyenne, ça dure combien de temps un lifting? On va dire que ça va durer entre 1h30 et ça peut aller jusqu'à 3 heures. Ah oui. Voilà. Ok, d'accord. Quand on va multiplier certains petits gestes, le lifting en lui-même, une réinjection de graisse, une chirurgie des paupières, les paupières supérieures, les paupières inférieures, tout ça, ça fait bout à des bout petites additions, fait que bout à bout, ça prend un certain temps. Ok, et du coup, la grande question qu'on peut tous se poser, est-ce que ça fait mal? Eh ben non. Non, pas du tout? Non, c'est une chirurgie. Ah oui, je sais. Je vous crois non, pas, alors, docteur. quand un chirurgien vous Argumentez. dit, voilà, alors, quand un chirurgien vous dit ça fait pas mal, il faut pas le croire, ça c'est vrai. Comme de le base, dentiste. Comme le dentiste. Non, en fait, il y a forcément une petite douleur post-opératoire, bien évidemment, mais qui est très modérée. On la maîtrise très bien avec des antalgiques de niveau 1, c'est-à-dire du paracétamol, et c'est tout. Ok. Okay. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison ensuite, en suite post-opératoire? On reste combien de temps en éviction sociale? Alors, est-ce qu'il y a des soins particuliers à faire? Je pense que le plus important et le plus bénéfique pour les patientes quand elles font leur retour à domicile, ça va être de rester vraiment au repos. Alors, repos, ça ne veut pas dire alité, ça ne veut pas dire de rester. S'il y a des femmes qui nous regardent, je ne sais pas si elles totalement avec ce concept de ne rien faire. Non, ne rien faire, c'est compliqué, mais justement, c'est ça qui est difficile. C'est qu'on sait que maintenant, on est tous actifs, les femmes en particulier. Et du coup, quand vous dites à une femme active, qui travaille, qui a des enfants ouais. Un mari à gérer, etc., vous allez être au repos, vous n'allez rien faire. C'est un peu compliqué. Mais c'est important de ne rien faire. Mais c'est important parce que plus on est au repos, plus on est au calme, plus l'organisme récupère vite, plus le visage dégonfle vite et plus on a un retour finalement à la vie normale qui va être rapide. C'est valable en même temps peut-être pour toutes les interventions. Oui, c'est un peu valable pour tout. Mais c'est vrai que sur le visage, c'est d'autant plus marquant que c'est quelque chose qui se porte vraiment sur soi, qu'on voit. Et on a envie d'être le moins marqué possible. On a envie de pouvoir repartir de chez soi quelques jours après, se balader, pouvoir reprendre une activité professionnelle assez rapidement. Grosso modo, en fonction de la technique qu'on va utiliser, il faut se dire qu'il faut entre 10 et 21 jours. D'accord. Ouais, 3 semaines quand même, jusqu'à 3 semaines. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines, ça peut être moins. Ça peut être moins, ça dépend comment la patiente. Vous savez, c'est toujours pareil. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait le lifting
un peu de réinjection de graisse, une chirurgie des paupières, bon, forcément, Oui, on tout a dépend ce qui est multiplié. sur la liste. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps que si vous avez fait uniquement un mini-lifting avec une intervention qui a duré 1h30. Et vous revoyez la patiente à J plus combien après l'intervention? Alors, en général, on revoit les patientes avec mes infirmières et mes assistantes au bout de 5 jours. D'accord. Donc assez Donc elles rapidement. viennent au cabinet chez vous. Elles viennent au cabinet. Rester au repos, ça ne veut pas dire alité encore une fois. On peut avoir une petite vie tranquille, cocooning à la maison. Moi, je les revois au bout de 5 jours, ça me permet de vérifier que l'évolution est normale, que tout se passe bien. Et en général, je les revois 10 jours après. D'accord, ok. 10 jours après, je les laisse un peu tranquilles et je les revois 2 mois après D'accord. pour qu'on voit un petit peu à distance le résultat Il y ensemble. a un vrai suivi, c'est bien. C'est important. Ouais, c'est important, ouais. Ok, super. Et du coup, dernière question. Quand on sait qu'on va subir un lifting, ou qu'on va faire un lifting, je ne sais pas quel mot employer, mais Oui. Bah, ça dépend comment vous vivez. Il y a des patientes qui le subissent, il y a des patientes qui sont contentes qui sont contentes de le faire. Qu'est-ce que vous recommandez en préopératoire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses à faire? Qu'est-ce qui peut améliorer Alors, il y a le classique, arrêt du tabac, ne pas fumer ou le moins possible. C'est vraiment important? Oui. C'est pour la cicatrisation peut-être? Oui, déjà pour l'anesthésie générale, c'est quand même plus confortable. Ok. Et pour la cicatrisation, pour la sécurité. C'est valable même après finalement alors? C'est valable après. C'est bien de ne pas fumer ou de fumer le moins possible. Il y a des patientes qui sont des très grosses fumeuses et on peut être amené à leur dire non. Il y a un trop grand risque cicatriciel. Si vous n'arrivez pas à réduire votre consommation, c'est pas raisonnable. Ça peut arriver. Ok. Donc c'est quand même un vrai sujet le tabac. C'est pas quelque chose qu'on dit juste comme ça, mais c'est vraiment important. C'est très intéressant, ouais. Okay. Après, moi, assez souvent, ce qu'on leur propose aussi, c'est de faire une petite prise en charge de la peau. Ok. À l'institut. En amont. En amont, pour préparer un petit peu la peau. Et puis après, très souvent aussi, on propose des diagnostics de peau pour pouvoir proposer ensuite un entretien du lifting avec des routines qu'elles pourront acheter où elles veulent. Ok, super. Alors, je ne sais pas si on a abordé tous les sujets, mais c'est vrai que le lifting, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une belle chirurgie. Très souvent, c'est malheureusement une chirurgie qui a mauvaise presse parce que, normalement, un lifting réussi ne se voit pas. Donc, il est probable que vous croisez dans la rue oui, c'est vrai que c'est une question plein de femmes qui ont été liftées et vous ne les voyez pas. Et ça ne se voit pas. Ouais. Celles que vous voyez, c'est les résultats qui sont moins heureux, on va dire. Et il y en a parfois qui ne sont pas très heureux. Les cicatrices, elles sont où? Parce que je ne vous ai pas demandé. Mais Alors, c'est des cicatrices qui vont circuler autour de l'oreille. À chaque fois, pour tous les types de lifting? Pour tous les types de lifting, ça va être autour de l'oreille. Alors après, il y a des petites variantes de longueur. Mais finalement, ce n'est pas tellement la cicatrice qui se voit, c'est le résultat du lifting lui-même. On a par exemple en France et en Europe en particulier une approche assez différente des États-Unis et de certains pays anglo-saxons. On est à la recherche du naturel. Naturel, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas chercher à corriger toutes les imperfections. Il ne faut pas chercher à effacer à tout prix toutes les rides. Il ne faut pas chercher à tout retendre absolument parce que forcément, ça se voit. Et à l'inverse, aux États-Unis, ou peut-être de manière un peu culturelle, le lifting est un marqueur de réussite sociale parce que, d'abord, il est bien plus cher que chez nous. Et donc, les gens qui font un lifting ont envie que ça se sache. Ça se sache, ouais. Donc, forcément, on a un marqueur social. un peu plus figé, ce qui n'est pas le cas en France. D'accord. Ouais. Et vous savez combien de lifting se pratique à peu près en France? Absolument pas. Vous savez pas du tout. Vous en faites combien à peu près? Je n'ai pas les statistiques. Vous savez. Ok. Écoutez, merci pour toutes ces informations et précisions. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.